Et oui, nous allons prendre la direction de l'Oyapock ce matin, l'Observatoire Homme-Milieu Oyapock, créé par le CNRS en 2008 et qui a pour mission de suivre sur le long terme les conséquences, on va dire, de la construction du pont de l'Oyapock sur la manière de vivre des habitants, à la fois des habitants français mais aussi des Brésiliens. Pour en parler, nous sommes donc ce matin avec Damien Davy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue et directeur de l'OHM Oyapock. Première question, Damien Davy, pour que tout le monde comprenne bien. Qu'est-ce que c'est l'OHM Oyapock ? Sur quoi ? Sur quel sujet est-ce que vous travaillez ? Alors donc l'Observatoire Homme-Milieu, l'OHM Oyapock, donc l'OHM a été fondé, comme vous l'avez précisé, en 2008 par le CNRS, puisque au-delà du pont, ce sont des routes qui... toute récente, je rappelle que la construction de la RN2, enfin la dernière portion entre Regina et Saint-Georges, c'est 2003. Avant, il fallait aller par avion à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Et puis de l'autre côté, la BR 156 qui relie Oiapoque à Macapá, la capitale de l'État fédéré du Brésil, l'Amapá. C'est à peu près 600 et quelques kilomètres. Asphalté, enfin moins une bonne centaine encore non goudronné, donc qui complique les choses. Voilà. En gros, ce qui intéresse nos recherches, c'est de comprendre comment ce bassin de vie, ce fleuve transfrontalier, et toutes les populations y vivant, vivent ces changements assez drastiques. Dans un premier temps, d'un désenclavement lié à la route, puis la construction d'un pont international. Alors certains vont penser, oui, bon, le pont... ça va pas changer grand-chose, etc. Oui, je dirais oui et non. Dans la mesure où, en effet, les Oyapocois, les habitants de part et d'autre du fleuve Oyapock, et tout au long de ce fleuve, qui, je rappelle, fait plus de 300 km, frontière avec le Brésil. Plus grande frontière terrestre française avec un autre pays. Et puis bon, un grand pays du Mercosur, du marché commun sud-américain. Et donc, quelque part, c'est cette marge... ce lieu d'échange entre, bien sûr, Saint-Georges, Oiapoque, la Guyane et l'État d'Amapá, mais aussi la France et le Brésil, et puis l'Union européenne et le Mercosur. Donc, une frontière importante. Alors, certes, démographiquement, elle est bien moins forte que la frontière avec le Suriname, avec le Maroni, puisqu'on a... On a combien de personnes à peu près tout le long de la frontière, à la fois du côté français et du côté brésilien ? On est à 40 000 personnes à peu près, sachant qu'il y en a 30 000... du côté brésilien. Voilà. Alors, là, c'est à la louche, on est d'accord, les chiffres officiels sont un peu moins. Mais donc voilà, il y a quand même une croissance démographique. Le fait que l'ouverture de ces routes, puis du pont, ont changé un certain nombre de pratiques, de relations à l'environnement et de modes de vie sur cette frontière. On arrive déjà à voir et à apercevoir des changements dans la manière de vivre, on l'a dit, alors qu'au final, ça ne fait que quelques années que le pont est utilisé. Alors, ouais, comme je précisais, c'est pour ça que ce qui nous intéresse, c'est que si on regardait que l'échelle du pont, en effet, c'est somme toute relatif. Même si ça a attiré grandement le regard de l'État français et de l'État brésilien sur ces confins complètement oubliés et méconnus bien trop souvent. Et donc du coup, il y a eu quand même de toute façon, à partir de 2008, donc le moment où après le lancement du projet par les présidents Chirac et Cardoso, le président brésilien de l'époque, puis relancé par les présidents Sarkozy et Lula, donc il y a eu donc les premiers coups de pelle du chantier en 2008, et dès ce moment-là, du côté français, au moins dans un premier temps, du côté de la Guyane, il y a eu un afflux important de policiers, de douaniers, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc, à partir de ces périodes-là, on a une augmentation on a la mise en place de la régulation, du contrôle sur cette frontière. Je rappelle, cette frontière, elle est somme toute assez récente, puisque elle a été définitivement arrêtée sur l'Oyapock entre le Brésil et l'époque, donc la colonie française, en 1900. Donc, entre 1900, on va dire, et 2003, cette frontière, elle était théorique, mais elle n'empêchait pas grand monde de traverser par rapport aux lois françaises, j'entends bien sûr. Donc aujourd'hui, depuis 2008, il y a beaucoup plus de contrôle, donc ça a joué sur les mobilités des gens. Les mobilités, on va dire informelles, qui ne sont pas illégales, c'est juste des gens qui traversent, puisque évidemment, de part et d'autre du fleuve, comme sur le fleuve du Maroni, les gens vivent de part et d'autre. On a des familles, on a des amis, on a des modes de vie qui font qu'on va de l'autre côté pour acheter tel produit, qu'on préfère l'autre. Voilà. Et puis évidemment, il y a ce différentiel de coût de la vie, de salaire, etc., qui font qu'on fait un pôle attractif
du côté de la Guyane française. En tout cas, on arrive vraiment à dater on va dire 2008 à peu près, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, la date à partir de laquelle il y a eu une arrivée croissante de policiers sur le territoire guyanais à cause en fait de cette ouverture de frontières avec le Brésil. Tout à fait, hein, puisque donc je rappelle rapidement les dates. En 2008, on lance le chantier. En septembre 2011, le pont est terminé. Du côté français, le poste de douane, les bâtiments pour les contrôles vétérinaires, etc. Puisque à l'origine, il devait y avoir, il ne devait pas y avoir de rupture de charge, comme on dit. Hein, les camions devaient filer, mais il y a eu différents mouvements justement des socioprofessionnels guyanais qui disaient, à un moment donné, il faut aussi faire vivre l'économie de la local, Guyane, donc du coup local. Donc du coup voilà, donc tous ces bâtiments ont été construits. Il a fallu attendre mars 2017, donc 6 ans. Le pont, alors pendant ce temps-là, évidemment, on en faisait les gorges chaudes, puisque c'était quelque chose qui ne servait à rien pendant 6 ans. Donc depuis mars 2017, semi-inauguré, je dirais, puisque du côté français, c'est inauguré officiellement, mais de l'autre côté, il y avait, entre guillemets, que les représentants officiels de la MAPA. Or, normalement, c'est du régalien de l'État de Brasilia. Il aurait fallu des représentants du gouvernement brésilien. Voilà. Ils n'étaient pas là. Et en plus, depuis mars 2017, même s'il y a eu un petit essai en 2019, le pont n'a été ouvert qu'aux véhicules de tourisme, c'est-à-dire aux véhicules individuels, mais pas encore au niveau du commerce, ni des transports. Les échanges économiques n'ont pas été fortement influencés, on va dire, du coup. Non, du tout. Sachant qu'en plus, les échanges économiques entre la Guyane et le Brésil sont certes légèrement grandissants, mais sont très très faibles. Et puis la plupart des marchandises passent par le port des Graves-des-Cannes. Damien Davy, on a commencé à en parler il y a quelques minutes sur la croissance démographique. Oui. Comment est-ce qu'on explique depuis la construction du pont que la croissance stagne à Saint-Georges alors qu'elle a augmenté de l'autre côté à Oiapoque? Si je dis pas de bêtises, Saint-Georges c'est 4000 habitants à peu près, c'est ça, alors que de l'autre côté on est à près de 30 000 comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. On a 27 000 et quelques, tout à fait. Cette différence entre les deux rives, comment est-ce qu'on l'explique? Alors déjà en 1950, il y avait 2984 habitants à Oiapoque. Il y en avait 900 à Saint-Georges. Il y avait donc, déjà à peu près les mêmes proportions. Voilà, il y avait déjà un peu plus de personnes. Hein. Rappelons que ce qu'on appelle le municipio de Oiapoque, c'est-à-dire la commune de Oiapoque, c'est tout le linéaire du fleuve Oyapock. Donc c'est la commune est énorme. Elle est énorme. Hein. Et il y a aussi des terrasses indígenas, des villages amérindiens dans la Basse-Ouassa, etc., plus près du littoral, voilà, éloigné du bourg. Donc il y a beaucoup de monde. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse concentration au niveau du bourg d'Oiapoque. Alors clairement, il y a eu une augmentation très forte de la démographie depuis les années 80. Qui a été largement accélérée depuis le lancement du projet de la construction du pont et puis l'ouverture. Hein. Alors qu'à Saint-Georges, on commence à stagner. Hein. Par exemple, depuis 2011, entre 2011 et 2017, j'ai pu calculer que la croissance était de 30% à Oiapoque, la croissance démographique, c'est énorme. Que de 5% à Saint-Georges. Hein. Donc il y a eu une croissance assez forte de Saint-Georges, vous voyez, à partir des années 50, forte c'est relatif, mais enfin on est arrivé jusqu'à 4000 aujourd'hui, tandis que de l'autre côté on est passé on a multiplié par 10 entre 2900, vous voyez, et puis près de 29 000. Et ça, comment on l'explique sur cette croissance qui s'est multipliée à Oiapoque? Alors déjà, on a quand même un pays, le Brésil, qui est beaucoup plus peuplé que la Guyane, qui est bien plus grand, évidemment. Hein. Il y a cet attrait de cette frontière avec, évidemment, l'attrait de l'euro, et puis pour une certaine migration économique. Et puis, il y a aussi le phénomène, évidemment, de l'orpaillage. Hein. On sait très bien que Oiapoque est une base importante de l'organisation des chantiers d'orpaillage sur la Guyane française. Donc il y a eu cet attrait-là. Mais c'est clair que le projet de la construction du pont, on l'a vu notamment, par exemple, avec la création, pour ceux qui connaissent Saint-Georges depuis longtemps. Moi, personnellement, la première fois que je suis allé à Saint-Georges en 2001, il n'y avait personne en face. En face, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui Villa Vittoria, hein, puisqu'Oiapoque est un petit peu en amont, voilà, à 15 minutes de pirogue en amont du bourg de Saint-Georges. En 2001, il n'y avait personne. Aujourd'hui, il y a donc ce qu'on appelle un barrio invasant en portugais, c'est-à-dire un quartier illégal, qui est légalisé maintenant, de plus de 6000 personnes. Juste en face Saint-Georges. 6000 personnes en un petit peu moins de 20 ans. Voilà, 20 ans, on est en 2021. 20 ans à peu près. Hein, sachant que ça a vraiment cru à partir des années 2004-2005. Donc, des années, je vous le rappelle, où on savait déjà qu'il y avait ce projet de pont.
Donc c'est clair que du côté brésilien, il y a eu ce qu'on appelle la spéculation foncière, des gens qui sont arrivés, qui se sont dit il y a des choses à faire, voilà. Hein, donc clairement ça a joué là-dessus. Et ce désenclavement. Sur l'immigration, est-ce qu'on arrive à savoir finalement si ça a eu un impact, ce pont? Est-ce qu'il y a plus de Brésiliens qui viennent en Guyane aujourd'hui Je me souviens, il y a quelques années, j'étais venu, c'était un sujet Radio Pays, ouais. ou c'était voilà, une autre radio, mais on avait parlé justement de ce que j'avais classifié de fantasme, puisque de toute façon, par définition, les personnes qui viendraient illégalement sur le territoire français, elles vont pas traverser par le pont. Elles vont pas traverser par le pont parce que c'est là que le contrôle se fait. Donc, on entend souvent, malheureusement, des tragédies de pirogues qui viennent jusqu'à Cayenne en partant du Brésil. Voilà. Donc, les gens qui voudraient continuer à venir de manière illégale, évidemment, ils ne passent pas par le pont. Donc le pont n'est pas un catalyseur de l'immigration clandestine, hein, mais elle catalyse de toute façon le trafic légal, hein, qui passe sur la frontière. Damien Davis, sur ce qu'on appelle la mobilité, autrement dit les déplacements, on a commencé à en parler, les déplacements de la population entre la rive française et la rive brésilienne, est-ce que sur ce point on constate des changements d'habitude? Est-ce qu'il y a plus de déplacements qui se font sur le pont ou par pirogue, comme c'était le cas avant que le pont existe? Alors en effet, une des grosses inquiétudes dans ce projet de pont, et puis depuis qu'il est construit, depuis qu'il est ouvert, c'est l'avenir de tous les professionnels, des piroguiers professionnels, hein, des 4 héros, comme on les appelle là-bas, qui sont, il y a de mémoire, il y a 6 ou 7 coopératives, voilà, et puis donc ça fait vivre des milliers de personnes. Hein, ils s'étaient mis en grève il y a quelques années. Ils s'étaient mis en grève de par l'inquiétude. Lors de l'inauguration du pont, il y a eu aussi des manifestations un peu pour dire, voilà. Alors, paradoxalement, justement, entre cette croissance démographique forte et le fait que le pont, mine de rien, avec les horaires contraignants, puisque je le rappelle, il est fermé évidemment depuis mars de longs mois à cause 2020, du confinement et de la crise sanitaire. Au confinement et la frontière théoriquement fermée, les horaires sont assez contraignants, hein, puisque c'était même pas, c'est pas H24, il y avait une pause méridienne. Alors on avait sur la fin, là, en fin 2019, il y a eu une prolongation, mais les pirogues sont arrêtées. Le pont était fermé à 12h30 le samedi, donc le dimanche était fermé. Donc du coup, ça a faiblement impacté le trafic. On a même l'impression que c'est fait exprès finalement, toutes ces restrictions. Au moins, ça a temporisé. Voilà. Et du coup, on estime. Alors en 2019, les derniers calculs, c'était qu'il y avait à peu près 26% des usagers qui utilisaient le pont, contre 74 qui continuaient à prendre la pirogue. Donc un quart des usagers par le pont à peu près, c'est ça, et les 3 quarts par la pirogue. C'est ça, sachant que là on est sur des estimations, sachant que je pense que ça doit être un peu plus si on comptait vraiment les personnes. C'est clair qu'il y a clairement plus. De toute façon, les pirogues, donc cette croissance, elle est due au fait que donc il y a eu notamment une croissance démographique. Donc ça a tamponné un peu, je dirais, les personnes qui prennent le pont maintenant. Et puis il reste que donc voilà, entre les contraintes des horaires du pont, plus sur le pont, les histoires d'assurance qui ne sont pas réglées entre le Brésil et la France. Donc le problème, c'est que un véhicule brésilien, il va payer il devrait payer une assurance démesurée par rapport au coût de la vie au Brésil. Donc du coup, ce qui fait que par exemple dans les calculs de tous les véhicules qui ont pris le pont depuis l'ouverture, 99% des véhicules sont français, 1% sont brésiliens. Par contre, ça veut dire qu'en fait il y a eu un pont, mais il n'y a pas eu d'harmonisation administrative sur toutes ces questions. Il y a eu des avancées par rapport à la carte transfrontalière, qui a permis aux habitants du bourg d'Oiapoque, qui permet jusqu'à aujourd'hui, sauf quand la frontière est fermée bien sûr toujours, de traverser et d'aller dans le bourg de Saint-Georges, mais pas plus loin. Donc ça les exempte d'un visa, puisque je rappelle que les Brésiliens, pour venir en Guyane française, doivent avoir un visa, mais par contre pour aller à Paris, ils n'en ont pas besoin. Donc c'est vrai que cette différence est un peu aberrante, puisque des gens d'Oiapoque, pour traverser juste le fleuve, ils devraient avoir un visa, sachant qu'il n'y a pas de consulat à Oiapoque. Enfin bref, d'un point de vue administratif, c'est quand même assez aberrant. Voilà. On va continuer, Damien Davis, à parler des conséquences que peut avoir et qu'a pu avoir le pont sur la manière d'être des habitants sur place. Sur les questions de santé, par exemple, ces dernières années, j'ai lu qu'on observait une importante augmentation des cas de diabète chez les Amérindiens palicours. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors là, c'est pas une influence directe évidemment du pont, on entend bien. Il n'y a pas un lien que vous avez fait. Par contre, les routes, le désenclavement, qui engendre donc des changements de mode de vie, génère donc des changements de relations à l'environnement, d'alimentation, etc. Et on sait que les problématiques du diabète sont grandement liées
au problème, au mode alimentaire. Hein. Et alors, il y a un fait qui est là du coup panaméricain, hein, c'est-à-dire d'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord. Toutes les populations amérindiennes, autochtones, sont plus sujettes au diabète. Hein. Donc, par exemple, au Canada, il y a un nombre de populations aussi autochtones qui ont des taux de diabète bien plus forts que la moyenne nationale. C'est le cas aussi en Guyane et en France, plus globalement. Les populations, donc du coup, les palicours, qui sont donc la population amérindienne importante à Saint-Georges-de-l'Oyapock, sont très touchés par ce diabète. Donc l'impact, c'est les changements alimentaires et les changements de mode de vie qui s'accélèrent depuis les années 2000 avec ce désenclavement. Là, pour le coup, c'est le désenclavement de manière générale, pas forcément le pont en tant que tel. D'accord. Damien Davy, je vais vous couper parce qu'il est déjà 7h30. Je vais vous poser ma dernière question. Je ne sais pas s'il faut avoir un point de vue d'anthropologue ou même d'historien sur cette question, mais comment est-ce qu'on explique historiquement peut-être que les échanges entre les deux rives de l'Oyapock soient nettement inférieurs à celles qu'on peut observer par exemple sur le Maroni? Alors moi je dirais pas qu'ils sont nettement inférieurs. Ils sont pas inférieurs. En nombre, en tout cas, je voulais dire. Forcément, puisque la population est bien plus importante sur le Maroni, mais les fleuves, que ce soit le Maroni ou l'Oyapock, n'ont jamais été des frontières. Ce sont des bassins de vie. C'est des zones transfrontalières. C'est les pays coloniaux qu'on ont fait des frontières pour des histoires géopolitiques. Voilà, on a arrêté ça sur l'Oyapock. Je vous ai dit, c'est 1900. Avant, il y avait, tantôt on disait l'Araguari, qui est un fleuve qui est dans la Mapa. Tantôt on disait l'Oyapock. Là, on est sur vraiment des frontières qui ont été tracées sur des cartes de loin. On n'a jamais pris en compte la réalité de la vie, puisque quand on est à Saint-Georges-de-l'Oyapock ou à Yopoké, quand on est à Saint-Laurent-du-Maroni ou à Albina, on est dans le même endroit. La frontière, elle est artificielle. Voilà. La frontière est complètement artificielle. Ce sont des estuaires, des bassins de vie, avec des populations amérindiennes, puis ensuite, depuis la colonisation, des populations venant de partout sur la planète, qui traversent ce fleuve. Et aujourd'hui, on voit bien que l'immigration récentes, y compris par exemple avec des immigrations nouvelles pour la Guyane, qui sont les Syriens par exemple, passent par le Brésil. Vous voyez, donc et la petite histoire raconte qu'un des premiers qui aurait traversé le pont à pied, c'était un migrant haïtien. Voilà, avant qu'il soit ouvert. Vous voyez, donc de toute façon, c'est pas un pont ou c'est pas qui stoppera ou qui changera les modes de vie sur un fleuve partagé comme l'Oyapock. On terminera là-dessus. Merci beaucoup. Damien Davy, on le rappelle, anthropologue et directeur de l'Observatoire Homme-Milieu Oyapock, et vous étiez avec nous du coup ce matin pour revenir un petit peu sur les différents travaux que vous avez pu faire ces dernières années. Merci encore d'être là. Merci à vous. Au revoir. Radio